Mais c'est Alexandre Astier pour le GIF. Oh, attendez, j'ai jamais vu un clap comme ça. attendez. À ses débuts, ça a été un court-métrage de cinéma de 15 minutes. Et à cette époque-là, il n'était pas question d'en faire autre chose. C'était vraiment C'était mon deuxième court-métrage qui était censé faire les festivals de court-métrage et voilà, quoi. Après, il y a eu effectivement une occasion. Il y a une production qui s'est dit qu'il voulait remplacer Caméra Café sur M6. Ça veut dire qu'en fait, le format était imposé. Il fallait rentrer dans cette espèce de case très particulière qu'est l'Access Prime Time en France, qui est donc, des pastilles de 3 minutes. Donc c'était intéressant au début pour faire des tranches de vie, parce que présenter des gens en 3 minutes et présenter des petites situations, au début c'est cool. Il faut bien que j'avoue que c'était pas non plus un rêve pour moi de surdécouper les histoires que j'avais envie de raconter en 100 morceaux, en 200 morceaux. C'est pas facile, quoi. Donc en fait, avec le succès de la série, petit à petit, j'ai poussé les murs et puis j'ai obtenu des diffuseurs de faire plus long et plus feuilletonnant et plus chronologique et avec des arches qui n'étaient pas toutes des arches de comédie et voilà. Et après, ça c'est devenu du drama one hour et puis maintenant du cinéma et à l'intérieur, il y a tout ce que je veux y mettre. En fait, c'est aujourd'hui ce que ça aurait toujours dû être finalement. Il me semble que j'ai un souvenir de mon enfance qui est très marqué par le goût de comprendre des nouvelles choses, de démonter les trucs pour voir comment c'est fait dedans, au propre et au figuré. Et que, étant papa moi-même de 7 enfants, j'ai quand même eu le temps de regarder comment est-ce que des fois, assez souvent malheureusement, cette impulsion première pouvait être un petit peu gâché, voilé par un système qui est encore sur des très vieilles notions de l'apprentissage, comme la compétition, comme la notation, comme le succès, c'est-à-dire t'arrives ou t'arrives pas, etc., qui pour moi sont tout simplement très souvent ringardes, quoi, c'est tout. Mais bon, c'est un énorme système, et c'est comme les énormes bateaux, pour leur faire prendre des virages, ça prend des kilomètres, quoi. C'est des paquebots, c'est pas des petits surfs, donc voilà. De temps en temps, je m'énerve un peu, je suis probablement très con, parce que ce système est bourré de gens qui voudraient mieux faire, et qui font avec ce qu'ils ont, et encore une fois, il y a des tas de gens qui ont beaucoup de talent et beaucoup de mérite dans tout ça. C'est bel et bien ce paquebot dans lequel ils sont embarqués, qui des fois me fatigue, en tant que papa, moi j'ai été prof aussi de musique, le solfège, pour gagner ma croûte quand j'avais 18-19 ans, je vois bien qu'il y a 1 milliard de façons d'apprendre et que ce paquebot-là, des fois, m'agace par rapport à ça. Voilà, à son inertie. Et du coup, dans ce que je fais, effectivement, il y a toujours un peu... C'est vrai, une transmission, parce que je trouve que c'est magnifique. Les gens les plus géniaux que j'ai rencontrés de ma vie avaient toujours des statuts de prof, bizarrement, de prof admis sur la fiche de paye ou pas, je veux dire, mais en tout cas de transmetteur de quelque chose. Et c'est ce que j'aime encore faire aujourd'hui quand j'ai un peu de temps, c'est qu'on me transmette quelque chose à moi-même. Donc, pour cette chose-là qui est le truc le plus chouette, et je rappelle que quand j'étais petit, il n'y avait pas Internet, donc... Depuis, se faire transmettre quelque chose, ça a changé. C'est plus simple, il y en a de partout. Voilà, du coup, je trouve que l'école devrait rattraper vite tout ce retard-là. Mais qui je suis pour dire ça? J'en sais rien. L'improvisation, quand on parle d'improvisation en termes musicaux, surtout en jazz, l'improvisation est très académique et très cadrée. Parce qu'il y a une harmonie qui défile derrière, parce qu'il y a une grille, parce que l'improvisation est tout sauf... faire n'importe quoi, elle est au contraire très contenue dans un cadre. Moi, je l'utilise pas en tant que comédien, ni en tant que directeur d'acteur, parce que j'aime bien faire des partitions pour les gens, effectivement. J'aime bien que ce qu'ils aient à dire leur convienne, et puis soit travailler, effectivement, à la note près, à la pause près. Et alors, j'essaye de rendre les comédiens heureux, contents de ce qu'ils font, par le fait de leur écrire quelque chose un peu sur mesure, comme ça, un peu... des fois, je peux m'arriver de louper mon coup, mais d'une manière générale, c'est vrai qu'on se sent bien dans un travail qui est un peu au mot près, entre eux et moi. Sachant que je suis pas simplement sur un fauteuil en train de les diriger, je suis souvent avec eux en train de jouer, et qu'en fait, les acteurs que j'aime beaucoup et que j'ai la chance de voir venir dans mes affaires, c'est souvent des joueurs aussi. Ouais, je prends un Guillaume Gallienne, des gens comme ça qui aiment jouer, qui aiment prendre une réplique et puis de dire là on va la tirer comme ça jusqu'ici, et là si on essayait en la montant là, ou si on essayait à la descendre, ou alors si on essayait de
prendre cette réplique bleue et de la dire comme si elle était rouge, et toute cette manière de chercher comme ça, la bonne manière de faire, c'est un académisme qui vient de l'orchestre aussi. C'est-à-dire que quand vous avez une œuvre classique, par exemple, et que vous la faites jouer par un orchestre, il y a quand même les mêmes notes, le même rythme, les tempi sont affichés, les nuances sont affichées, et pourtant, d'un chef à l'autre, ça peut être deux choses rigoureusement différentes en termes d'émotion. Pourtant, le texte, c'est rigoureusement le même. Moi, je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire que vous pouvez laisser le texte très fixe, vous pouvez laisser les choses que vous faites très fixes, vous pouvez vous baliser un parcours comme ça extrêmement précisément, et pourtant, d'un jour à l'autre, d'un mec à l'autre, d'une actrice à l'autre, d'une lumière à l'autre, vous n'avez pas du tout les mêmes journées, pas du tout les mêmes choses sur votre caméra, et vous vous retrouvez sur votre banc de montage avec des choses quand même totalement inattendues. Il y a un truc, une question à laquelle je me réponds jamais, c'est pourquoi est-ce qu'on fait tous ces efforts pour raconter des choses fausses ? Pourquoi est-ce qu'on fait tous ces efforts et pourquoi est-ce qu'on déploie tous ces talents et toutes ces technicités pour quelque chose qui n'est pas vrai et qui, foncièrement, dans un monde concret, ne sert à rien ? Ça, c'est une émotion qui est toujours la même quand je suis sur un plateau. C'est tout ce sérieux autour du futile qui me plaît beaucoup. Et ça, pour moi, c'est spatial. Ça, pour moi, c'est un message divin. Je suis athée complètement, mais moi, je peux reconnaître ce message-là. C'est-à-dire donner de l'importance à l'absurde et donner de l'importance au rien, parce que c'est le cas. Il y a souvent des parents qui disent à leurs enfants, il faut être très sérieux, il faut faire les choses sérieusement, parce qu'après la vie va être trop dure si on fait pas les trucs, si on travaille pas, si on machin. Et en fait, je crois pas. Je pense qu'il faut avoir le courage de dire aux enfants, ne passez pas 4 jours d'affilée à faire un truc qui vaut pas le coup. Ne faites pas ça. Parce que vous allez rien en tirer, vous allez pas emmener ça dans la tombe. Vous allez pas. Si votre truc c'est de crever la dalle dehors et de vous marier avec quelqu'un ou si vous êtes à votre place tout simplement. Si vous avez vos deux pieds dans vos pompes, il y a pas de mauvaise façon de vivre en fait. Les gens qui aiment beaucoup Kaamelott ou ce que je fais de manière générale sont par la force des choses sur un Kaamelott académique ou en tout cas traditionnel. Or moi il faut que je me trouve toujours à ce qui n'a pas encore été fait. C'est-à-dire, il faut toujours que je me trouve à la frontière de ce qui n'existe pas encore. Moi, je m'occupe du Kaamelott qui n'existe pas encore, et les gens qui viennent me voir et qui ont la gentillesse de me dire qu'ils aiment ce que je leur ai proposé, s'occupent du Kaamelott qui a existé, et qui existe et qui est disponible comme ça. Donc, cette petite différence de personnalité, de fonction surtout, j'y fais très attention parce que il pourrait m'arriver, par exemple... Et j'ai peur que ce soit arrivé à des confrères à moi de temps en temps, c'est-à-dire avoir peur en vieillissant de perdre ça. Et du coup, d'essayer de correspondre à ça. Et quand on a fait quelque chose, et qu'on essaye de correspondre aux gens qui l'ont aimé en essayant de faire la même chose, on est mort, on fait plus son travail. Donc moi, le problème, c'est que mon métier, c'est de déstabiliser et de rendre inconfortable la prochaine chose que les gens qui aiment bien Kaamelott, s'il y en a dans cette pièce, vont voir. Donc on a un rapport un peu, pas de méfiance, mais en tout cas il y a un truc qui est que il faut que je reséduise à chaque fois. Voilà. Je ne prends jamais ces choses-là pour acquises, en tout cas. C'est après qui compte. Et souvent d'ailleurs, quand je sors un truc nouveau, que ce soit une saison, les dernières saisons, la télé, ou là le film, et puis ce qui va suivre, la première réaction des gens qui sont très aficionados de Kaamelott, c'est plutôt « Attends, je comprends rien, je retrouve plus mes billes, là. Il y a des nouveaux mecs de partout, il y a des... » Bah ouais. Mais c'est ça une saga, c'est ça un monde étendu. Et là, je suis sûr que je fais mon boulot, y compris en décevant, ça peut arriver, mais là, je suis sûr que je suis à ma place. Ce qui est très agréable, c'est de rentrer dans le patrimoine. Ce qui fait bizarre. Quand les mecs font des manifestations en France, les mecs mettent des panneaux avec on en agro, tout ça, machin. C'est-à-dire que c'est rentré carrément, il y a des phrases qui sont rentrées là. C'est très agréable de les voir utilisées par des mecs qui veulent gueuler contre quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire, mais ils se servent de ça comme un slogan. Ça veut dire quand même qu'on est entré un peu dans l'inconscient collectif et qu'on fait partie du patrimoine des choses. Ça, c'est très agréable. En ce qui concerne Kaamelott, moi, j'ai quand même la légende arthurienne qui me court après. Enfin, les légendes arthuriennes qui me courent après, parce qu'il y en a plusieurs, heureusement. Et en plus de ça, je suis pas obligé de taper dedans, mais des fois, je me sers un peu d'éléments qui existent. J'en suis pas encore là, parce que ça sera la fin du 3e film, donc c'est pas encore le moment. Mais il va quand même falloir que je me pose la question de savoir si Arthur meurt. Parce que ça, par contre, c'est assez frais. La légende est assez claire là-dessus, quand même.
Donc, je dis pas ce que je vais faire, j'en sais rien. Mais c'est un sujet qui va tomber sur la table, forcément. Kaamelott peut tellement tout être, parce qu'en fait, le monde de Kaamelott, c'est un monde heroic fantasy classique, en fait, avec un peu de légende arthurienne dedans, mais je veux dire, il peut tout se passer au même titre qu'une bible de jeu de rôle à la Donjon Dragon ou à la Warhammer. En fait, c'est générique, tout ça. C'est des mondes génériques, c'est-à-dire qu'ils peuvent se passer des enquêtes, ils peuvent se passer des romances, ils peuvent se passer des choses très futiles, des choses très épiques, des choses qui se passent en longtemps, en peu de temps, des choses domestiques, ménagères, peu importe. Et du coup, je dois bien avouer que je me suis écrit des Arthur successifs que j'avais envie de jouer au moment où je les ai écrits. C'est ça qui est très agréable, en fait, c'est que quand il s'agit d'écrire la suite, je me pose et j'écris avec ce que je suis à ce moment-là, en fait. Et avec ce que j'ai envie de jouer, avec qui j'ai envie de jouer aussi. Que je vais chercher. Des fois, il y a des personnages qui sont un peu plus privilégiés avec Arthur parce que j'ai eu plus envie de faire des scènes avec eux, des choses comme ça. C'est tout bête, ça vient que de l'envie de jouer. Comme je vous ai dit, j'écris avec ce que je suis au moment où j'écris. Ça, c'est sûr. Donc, il y a des saisons tristes, il y a des saisons enjouées, il y a des saisons rigolardes, il y a des saisons dépressives, il y a des saisons... il y a des films, il y a des bouts de films noir, rouge, bleu, vert, violet. Parce que oui, Arthur, je l'écris comme un héros moderne, c'est-à-dire je l'écris comme un bonhomme, avec toutes ses faiblesses, avec tous les trucs qu'il n'arrive pas à faire. C'est un mec découragé, Arthur. C'est un mec qui est entre la flemme, le découragement, le pas envie, le manque de motivation, et en ce sens-là, je vais piocher dans les miens. Je pioche chez moi pour aller faire ça. D'une manière générale, donc merci de m'accueillir encore une fois au GIF. Je vais essayer de faire de mon mieux pour faire une masterclass qui tient debout, mais méfiez-vous des fribourgeois, parce que d'après ce que je comprends, ils nourrissent à votre égard tout un tas de sentiments qui sont pas toujours avouables. Voilà, après je vous laisse avec ça.